Donc, je disais qu'au nom de l'association Souffle d'Elle, je suis heureuse de vous accueillir dans nos nouveaux locaux pour le Café des Femmes. Donc, le Café des Vicons est reçu par notre hôtesse Zadia, qui est féministe et qui est enchantée du Alors, notre association a pour but d'inscrire la création des femmes dans la cité. Et dans cette perspective, nous avons créé une petite revue, la petite revue Souffle d'Elle. Donc, le numéro 3 a été consacré à la peinture de Nelly Trumel. Donc, il est épuisé et Nelly est en train d'en refaire. Et le numéro 4 est consacré au travail de Marie-Danielle Coquelin qui est là. Et qui, vous allez voir, c'est aussi un très très beau numéro et un travail d'artiste très différent de celui de Nelly qui travaille sur les fruits, les pommes de terre, les légumes. C'est merveilleux. Et Marie-Danielle, elle travaille sur la transmission. Enfin, ce numéro, c'est sur Mamafika ou la transmission. Voilà, donc si vous voulez acheter ces numéros, là, on le vend exceptionnellement à 7 euros. Hein, c'est notre prix de revient. Voilà. Et vous pouvez les commander par le biais de notre site souffledelle.org et on vous les envoie. Alors aujourd'hui, nous faisons notre deuxième séance sur le mouvement de libération des femmes. Je pense que parmi vous, il y a plusieurs qui ont participé au mouvement de libération des femmes, hein, si je comprends bien. Hein. Oui. Hein. Et il y a des jeunes aussi hein, qui n'y ont pas participé. Et notre objectif, c'était de transmettre aux jeunes notre expérience à travers une rencontre, disons, détendue. Hein. On n'est pas à l'université, on n'est pas non plus dans les médias. On est comme au temps du MLF d'une certaine manière, hein, où on faisait les réunions un petit peu partout dans Paris, chez les unes et chez les autres. On n'avait pas de local permanent, hein. On n'avait pas d'association, on n'avait pas de présidente. Et c'est grâce à quoi il y a eu un développement des initiatives de femmes qui a permis d'avoir cette espèce d'explosion et de prise de parole collective, parce que c'était quand même bien ça la force du MLF. C'est la prise de parole collective et puis aussi c'est un mouvement qui a changé nos vies. Ensuite, Françoise, avec les cahiers du Griffe, dont le numéro 1 est sorti en 73. Et Xavier, mais qui avait déjà fait d'autres choses, avec Sorcière, qui est sorti en 75. Voilà. Nous avions d'ailleurs des rapports assez... C'est qui est devenu une rivière. Attends, plus tard. Pardon. Et alors, donc... oui, alors c'est d'abord cette revue-là, hein, Jacqueline, et ensuite c'est le Torchon Brûle. Hein. Pour la petite histoire, c'est en lisant ce Torchon Brûle numéro 0 dans Nido Liberté que j'ai rencontré le ML. Donc, vous voyez, c'est toujours un grand moment. Alors, Jacqueline, donc tu es par ailleurs scientifique. Oui. Enfin, je l'étais. Tu l'étais, ouais. Je l'ai été, oui, ça a été ma profession. J'étais au CNRS. Bon, alors donc, pour raconter un peu l'histoire qui était importante, effectivement, de ce premier numéro, mais je crois que Mano a déjà raconté la dernière fois pour les débuts du MLM, donc tu as dû parler de FMA. De notre groupe. Hein. Oui, j'ai mentionné, j'ai pas une mémoire très bonne, donc je n'ai peut-être pas donné tous les détails. Voilà. Donc nous, on avait commencé ce groupe qui s'appelait Féminin, Masculin, Avenir, parce qu'on voulait poser la question des relations entre les hommes et les femmes, et aussi la sexualité qui était encore tabou à l'époque. Hein. C'était encore tabou, il faut bien voir, les choses ont beaucoup changé, donc nous, on voulait faire ça, et on avait donc créé ce groupe avec Anne Zelinski. Et comment ? Et Christine Delphi ? Christine Delphi est venue après. Oui, la création, elle est venue après. Hein, en mai 68, en fait. Moi, j'ai rencontré Christine Delphi quand on occupait le CNRS aux événements de mai 68, en juin. Donc, on s'est rencontrés parce qu'on était toutes les deux au CNRS.
Et je lui ai dit, ben voilà, moi je suis dans un groupe où on pose le problème aussi, puisqu'on posait tous les problèmes. Mai 68 s'est mis à poser tous les problèmes, et en particulier tous les problèmes de hiérarchie. C'est un mouvement très anti-hiérarchie. On disait, ben voilà, nous on est en train de poser la question des problèmes des relations hommes-femmes, quoi. Et elle m'a dit, je viens, aussitôt, sans aucune hésitation. Voilà, donc effectivement, ça a été une recrue de très bonne qualité, comme vous le savez, très précieuse. Voilà. Donc on avait ce groupe, et puis voilà. Donc, et puis on tournait un peu en désert. Dans le désert, c'était extrêmement difficile de faire passer. C'était pas du tout évident de faire. Le féminisme était complètement tout en bas. Et on faisait des petites interventions par-ci, par-là. Et alors, du côté de la gauche, vous savez, on nous disait, vous êtes bourgeoise, le féminisme est bourgeois. Il faut d'abord faire la révolution. Et du côté des féministes, on ne les trouvait pas assez. On disait, maintenant, il faut bousculer les esprits. C'est les esprits qu'il faut bousculer. Donc, on trouvait que les féministes habituelles de l'époque étaient un peu trop, pas assez, effectivement, provocatrices. Donc nous, on attendait quelque part le MLF. On l'attendait, mais on ne l'a pas créé. On ne va pas dire qu'on a créé le MLF. On attendait quelque chose, effectivement, qui fasse irruption et qui soit provocateur. Et puis, à un moment, on a appris quand même que ça se passait aux États-Unis. Donc, quand on a entendu parler du Women's Lib aux États-Unis, on s'est dit, ouh là là, si ça commence aux États-Unis, ça va finir par venir en France aussi. Donc on était quand même assez optimiste. Et en attendant, alors moi à l'époque, justement, j'avais une vie par ailleurs, professionnelle et puis familiale, quoi. J'étais mariée avec un Norvégien, et donc je passais pas mal de temps en Norvège, ce qui n'arrangeait pas tellement les choses pour travailler. Et donc j'avais proposé à Anne, écoute, on va écrire un bouquin. Que faire quand on a envie de passer des idées et que on n'est pas vraiment entendu, on essaye de faire un bouquin. Alors, on en rêvait l'une et l'autre, bien sûr, d'écrire un bouquin. Et puis alors, j'avais pensé, voilà, moi je suis la scientifique, elle est la littéraire, à toutes les deux, on va faire une bonne équipe. Donc, on avait commencé à écrire un bouquin. Ça, c'est la préhistoire de ça. Ouais. Voilà. Donc, je passe... Voilà. Et donc, ce bouquin, c'était bien de l'époque. Ça s'appelait Sexualité, féminisme, révolution. Ou alors un autre titre, À la recherche du sexe perdu. On n'était pas... on avait juste un manuscrit, quoi. On avait fini par avoir un manuscrit. Et donc, donc il y avait... Voilà, j'ai le... j'ai le plan. Précieux, oui, j'ai le plan avec toutes les idées, etc. L'avant-propos, une révolution sexuelle. Parce on sentait venir la révolution sexuelle, effectivement, déjà, c'était avant mai 68, mais on sentait ça, c'était dans l'air, on voyait des indices, donc point d'interrogation, parce qu'on avait l'impression, effectivement, que la révolution sexuelle, c'était surtout les garçons qui la menaient, et qu'on ne posait pas le problème des relations entre hommes et femmes, voilà. Alors on disait en parole d'accord, mais sinon, la famille, l'homme et la femme, ça va toujours pas. Donc, voilà. Donc, on avait un chapitre sur le fait que ça continuait à être tabou et qu'il y avait plein de choses qui ne se disaient pas. Ensuite, on essayait de voir au niveau biologique, voilà, toujours les définitions. Alors, qu'est-ce que c'est, les différences, etc. Moi, je sais que j'avais regardé un peu comme ça dans tout ce qu'il y avait à l'époque, quoi, sur les différences hommes-femmes dans les différentes cultures, et puis aussi chez les animaux. Et alors, à l'époque, moi, j'avais beaucoup aimé un livre écrit par une femme, une américaine d'ailleurs, où on montrait justement la sexualité des animaux, comment ça se passait et tout. Et j'avais trouvé que le modèle des éléphants était extraordinaire et que j'ai toujours pensé qu'on aurait dû le prendre pour le MLF. Mais j'ai jamais été suivie vraiment, mais sinon, parce que les éléphants, d'abord, ils sont très romantiques, ils ont des fiançailles de 9 mois. C'est sympathique. Et puis il y avait un dessin comme ça, on voyait leur trompe qui s'en mêlait. C'était carrément, tout à fait. J'aimais beaucoup ça. Et puis alors après, quand l'enfant naissait, quand le bébé naissait, c'était tout le troupeau des femmes qui se mettaient autour de la parturiente pour la protéger pendant que l'enfant... Donc il y avait une solidarité de femmes comme ça, autour de... Voilà. Et puis, et après,
finalement, le troupeau, c'était le troupeau des femelles. Et les hommes étaient célibataires et se baladaient tout autour en attendant de nouveau que les femmes veulent bien d'eux. Moi, j'avais trouvé ça comme modèle intéressant. Enfin, voilà. Voilà. Donc, c'est là que j'avais appris en faisant ce bouquin-là. Bon. Et alors, l'idée de... comment vous en êtes arrivé à Maspero? Alors voilà, il fallait publier ce bouquin. Ah ouais. Donc on avait été voir Colette Audry, qui l'a pas pris pour ça, et qui l'a pas pris dans sa... Oui, on n'avait aucun moyen, nous on était complètement en dehors du monde éditorial. Hein, voilà. Je fais une petite... Colette Audry dirigeait la collection Femmes chez de Noël Gontier. Et on la connaissait parce qu'elle était au MDF. C'est depuis quand? Depuis pas mal de temps. Je crois que c'est elle qui l'a Il y avait une collection femmes avant la naissance. Oui, il y avait une collection femmes. 64, et le premier livre avait été le livre de Betty Friedan, traduit par Yvette Roudy. Oui, c'est ça. C'était quoi? Le livre de Betty Friedan. Ah oui, bien sûr, oui, qui était très important. Oui, mais avant, il y avait eu Virginia Woolf aussi. Il y avait aussi le livre Une chambre à soie. Une chambre à soie de bien avant. Depuis très longtemps. Les années 50. Voilà. Mais c'était aussi Audry. Je crois bien que c'était aussi. Oui. Si, c'était collection femmes. J'avais regardé, moi, les premiers bouquins. Il y avait déjà ça, mais c'était très peu connu. Enfin, je veux dire, c'était vraiment très... Voilà, donc elle n'en avait pas voulu. Donc, on avait été déçus, d'ailleurs, puisqu'on la connaissait. Elle était au MDF. Nous, notre groupe FMA se rattachait. Oui, Mouvement démocratique féminin. Parce qu'à l'époque, on n'imaginait pas dans notre groupe FMA qu'on pouvait fonctionner seul. À l'époque, il fallait qu'on se raccroche quand même à un des courants politiques qui existent. Et donc, on n'avait pas voulu se rattacher avec les communistes parce qu'ils étaient contre la pilule, ils étaient contre la contraception, enfin, ils étaient contre l'avortement, enfin, tout ça. Là, donc, c'était pas possible avec les communistes, sinon, on était de gauche, il fallait faire la révolution, enfin, c'était tendance révolutionnaire, tout ça. Donc, en principe, simplement, vous savez, ça passait au second rang, toujours, la révolution des femmes, d'accord pour l'égalité homme-femme, mais d'abord, la révolution qui allait résoudre tous les problèmes après, et en particulier ceux des femmes. Voilà. Donc, on avait pris les socialistes et le mouvement démocratique féminin qui travaillait avec la Convention républicaine de Mitterrand. Convention des institutions. Voilà, Convention des institutions républicaines. Donc ça, c'était la gauche non communiste. Seulement, on avait demandé par rapport au mouvement démocratique féminin, qui était justement un groupe uniquement de femmes, nous, on tenait à notre originalité, qui était de travailler avec des hommes. Parce qu'on disait, ce qui est important, les femmes, ça change, les modèles de femmes changent, il faut aussi que les hommes changent. Voilà. Et donc, on avait obtenu d'avoir beaucoup d'autonomie à l'intérieur du mouvement démocratique féminin. Elle nous avait laissé absolument, allez-y, faites ce que vous voulez. Donc, on se sentait complètement autonome. Et voilà, donc c'est là où on avait rencontré Colette Audry, qui était dans ce mouvement-là, et Yvette Roudy d'ailleurs. Oui. On les avait rencontrés à ce moment-là, qui nous avait dit allez-y, qui nous encourageait bien de faire ce qu'on avait envie de faire. Alors on a été voir Monsieur Maspero, parce que Maspero à l'époque, c'était une grande revue, une grande édition de tout ce qui était contestataire et révolutionnaire. Le Tiers-Monde. Il y avait une librairie dans le bas de... Voilà, il y avait une librairie, une maison d'édition, une librairie. Ça représentait tout le progressisme, tout ce qui était progressiste, révolutionnaire. Enfin, Maspero, c'était quelque chose d'extraordinaire par rapport à ça. On s'est dit, on va aller voir Maspero. Et là, avec Maspero, on a eu affaire à Émile Kopferman, qui était donc du comité de rédaction de cette revue. Et Émile Kopferman nous a dit, voilà, votre livre, c'est intéressant, mais il n'est pas encore assez bon pour faire un livre. Donc, de deux choses l'une, il nous a dit. Vous pouvez le reprendre pour en faire un vrai livre. Nous, on n'avait jamais écrit de livre, un vrai livre. On était déjà très contents d'avoir réussi à écrire un certain nombre de pages. On avait beaucoup travaillé déjà. Alors, ou bien, donc, vous le reprenez et ça devient un vrai livre, ou bien, moi, j'ai l'intention dans Partisan de faire un numéro sur la libération des femmes, telle qu'elle se passe aux États-Unis. Et à ce moment-là, vous prendrez des extraits